Alors, je connais très bien l'hôpital, je connais très bien les médecins et je me suis un peu informée. C'est-à-dire, moi, comme tout le monde, je suppose, j'avais entendu des histoires sur les infections nosocomiales, mais le subir, c'est tout à fait autre chose. On sait qu'il y a le cancer, on sait qu'il y a des gens qui sont malades, on sait des choses. Mais vous savez, si ça vous arrive pas à vous ou à quelqu'un de proche, bon, on n'est pas toujours au courant. On voit bien des émissions sur la science qui vous expliquent ci et ça, mais tant qu'on n'est pas touché. J'avais soigné un mois avant mon accident au genou une connaissance du volleyball qui s'est fait poser une prothèse totale de genou et qui a fait un choc septique suite à une infection et qui est mort. Donc on connaît les risques, mais on se dit, c'est pas pour moi. Les maladies nosocomiales sont des infections associées aux soins, des infections qui se développent à l'hôpital. En automne 2016, le CHUV est victime d'une épidémie de germes résistants aux antibiotiques. Ces germes ont passé de patient en patient dans le service de chirurgie abdominale. Le secteur est balisé. Les malades, hospitalisés pour d'autres pathologies, sont regroupés, un peu comme pour une quarantaine. Parmi les personnes qui gèrent la crise, Laurence Sen, responsable de la médecine hospitalière et de la prévention des infections. Au départ, c'est un patient qui arrive avec une bactérie résistante et qui après la transmet à d'autres patients et on arrive à une situation épidémique. Dans les quelques épidémies qu'on a eues au CHUV, en tout cas les chambres à plusieurs lits ont à chaque fois joué un rôle majeur et c'est vraiment là que cette souche a pu circuler et se transmettre à beaucoup de patients, mais vraiment de par l'interaction directe entre les patients, le partage des toilettes, le partage des douches communes. Une fois l'épidémie avérée, toutes les procédures sont renforcées. Plus de protection, plus de désinfection, plus de stress aussi. L'hôpital, censé soigner et qui devient la cause de nouvelles infections. C'est le paradoxe des maladies nosocomiales. Un paradoxe qui a ses explications. Pour la plupart des patients qui vont devoir être hospitalisés, on va devoir leur donner des soins qui nécessiteront des traitements intraveineux. Donc on va poser des cathéters dans les veines, on va éventuellement poser aussi des cathéters urinaires, des drains. Certaines de ces personnes vont être opérées et tout ça, ce sont des facteurs qui vont provoquer une rupture de nos barrières naturelles de défense, qui sont notre peau, nos muqueuses. Et ces brèches dans nos barrières naturelles de défense vont pouvoir être la porte d'entrée pour des infections. Maria Elena Sando est interprète. Depuis 9 ans, elle souffre de la maladie de Parkinson. Pour la soulager de ses symptômes invalidants, on lui a implanté un boîtier qui envoie des impulsions électriques dans son cerveau. Quelques semaines après l'opération, elle se rend à un contrôle de routine. J'étais venue ce jour-là pour faire des réglages pour la stimulation. Et on a vu que la cicatrice était un peu rouge. Alors ils ont appelé le chirurgien. Il n'était pas disponible parce qu'il était dans le bloc opératoire. C'est-à-dire, je n'étais pas là pour regarder la cicatrice. Alors, Maria rentre à la maison. Jusqu'au lundi suivant, où les choses ne vont pas mieux. Alors, elle retourne à l'hôpital. À ce moment-là, le chirurgien était libre. Il est monté, regardé, et il avait fait une ponction. Il savait déjà que c'était infecté. Après le retrait du boîtier infecté et un long traitement antibiotique suivi de plusieurs mois d'observation, les médecins l'opèrent à nouveau pour lui remettre un boîtier neuf sous son autre clavicule. Quelques jours plus tard, le cauchemar recommence. Même avant d'enlever les agrafes, c'est-à-dire la cicatrice n'était même pas fermée et j'ai fait une nouvelle infection, même chose. Ils ont appelé le neurochirurgien, il est monté tout de suite, il a fait la ponction. Et là, tout le monde est venu très sombre. Ouais. Vous présentez vos excuses.
C'est la première fois qu'on a la même personne affectée 2 fois. Une infection avec le même germe, désormais incrusté autour de son nouveau boîtier. Les microbes, ils y sont toujours, hein. Je sais pas. Il paraît qu'ils adorent ça, le matériel implanté, les corps étrangers. C'est le festin. Maria réagit bien aux antibiotiques. Pourtant, l'infection à staphylocoque doré a récidivé. Ce cas rarissime est peut-être lié à la présence naturelle de staphylocoques sur sa peau. Peut-être. Dans certains cas, il arrive que l'usage d'antibiotiques, tout en soignant une infection, perturbe notre flore et permette à des germes opportunistes de proliférer. Ou alors que cet usage pousse certaines bactéries à développer des résistances qui vont aggraver la situation. Plus de la moitié des infections associées aux soins sont liées à l'implantation de matériel chirurgical. Les bactéries ont tendance à s'agglomérer sur la surface inerte des matériaux et à former un film biologique qui va les protéger et leur permettre de résister aux antibiotiques et aussi à la réponse immunitaire du patient. Nous sommes près de Bordeaux. Claude Bartoli a été contaminé lors de l'insertion de matériel d'ostéosynthèse, en l'occurrence des plaques posées sur une fracture du tibia. Ils m'avaient plâtré la jambe et quand ils m'ont ouvert le plâtre, ils se sont aperçus que tout était nécrosé. J'avais toutes les peaux nécrosées, j'avais des trous béants, on voyait l'os, on voyait les plaques, on voyait tout, ils ont nettoyé, ils ont retiré tout ça et là est apparu tout le désastre, quoi. Là, vous voyez, on voit les plaques, mais ils m'ont pas dit pourquoi ni comment. Je l'ai su qu'une fois que j'ai eu entre les mains les résultats médicaux. Et là, j'ai vu que j'avais eu une contamination par des staphylocoques. Des indemnisations. C'était des sales bêtes. Pris entre ses doutes et les affirmations des médecins, Claude s'est résigné à accepter son sort, comme la plupart des victimes. Pour l'hôpital, ce sont ses propres germes qui étaient responsables de l'infection. Ce n'est que bien plus tard, à Paris, que d'autres médecins lui ont suggéré le contraire, à savoir que ces plaques étaient peut-être contaminées avant l'opération. Claude ne connaîtra jamais la vérité. Je ne pouvais pas marcher et j'ai préféré quand même me faire amputer et c'est moi qui leur ai demandé. Mais ils étaient d'accord avec moi, les médecins. Ils ne voulaient pas m'en parler directement, mais moi j'ai dit, je vois bien comment que ça se passe, parce que ça faisait des mois et des mois que j'étais à l'hôpital, ça ne s'est pas fait en 1 jour. Mais j'espère que avec la nouvelle prothèse, j'appuie moins fort, je devrais moins abîmer le moignon. Donc j'ai une prothèse, voilà. Et je suis malheureusement un amputé. Voilà, jeune homme. Merci Christine. De rien. À côté des cas chirurgicaux graves, les maladies nosocomiales englobent bien d'autres infections, souvent bénignes, et de nombreuses maladies virales. Dans le canton de Vaud, c'est l'unité HPCI, Hygiène, Prévention et Contrôle de l'infection, qui supervise l'ensemble de la problématique. Je voulais revenir sur la problématique de la grippe. L'infirmière a aussi... Pour les cas les plus graves, le groupe du docteur Pétinia s'efforce de trouver les causes des infections. Il y avait ce problème d'épidémie et elle a limité les visites et elle les a informés. Ça, c'était le plus important. C'est clair, c'est un travail un peu de Sherlock Holmes parce que c'est pas évident. Souvent, c'est pas unifactoriel. Le problème, c'est que c'est souvent plusieurs facteurs qui ont abouti à une infection. Les infections hospitalières, et c'est un nouveau paradoxe, sont directement liées au progrès de la médecine. Chaque avancée thérapeutique amène ainsi son lot de nouveaux risques. Si on augmente les patients qui sont transplantés, les patients qui sont sous chimiothérapie, la prise en charge de patients de plus en plus âgés, c'est des patients qui seront à haut risque et le risque d'apparition d'infections liées aux soins, il va augmenter et toujours être présent. On peut diminuer une partie, mais on n'arrivera pas
à avoir 0 infection associée aux soins. L'établissement qui arrive à avoir 0 infection associée aux soins, c'est un établissement qui ne fait pas de soins. Parmi les infections hospitalières les plus fréquentes, il y a la grippe. C'est l'une des plus dangereuses aussi, notamment dans les EMS. Bonjour madame, je m'appelle Delphine. Pour mesurer son impact, le groupe HPCI conduit une étude dans les établissements vaudois. Quand on a la grippe, en particulier chez les personnes âgées, on est à risque de mourir, ça c'est une chose, donc on a une mortalité qui est plus élevée, on est à risque d'être hospitalisé, mais il y a tout un côté qui est assez peu étudié jusque-là, c'est vraiment le côté de la perte de l'autonomie. Donc quand on est en EMS, on n'est pas forcément grabataire sur un lit, hein. Vous le voyez, Madame Vicky, c'est quelqu'un qui a l'air de bien fonctionner dans son EMS. Alors, on y va, Madame Vicky, hein. Oui. Voilà, je frotte un tout petit peu. Ouh, pardon. Aujourd'hui, Madame Vicky présente pourtant des symptômes d'infection respiratoire. On lui prélève un échantillon pour confirmer qu'il s'agit bien du virus de la grippe. Un bilan de santé est également fait avec le personnel soignant. Bilan qui sera réévalué après 1 mois et 3 mois. Je viens de voir Madame Vicky pour l'étude. Il suffit qu'il y ait un établissement peut-être de 40 ou 50 résidents. S'il y en a déjà 4 ou 5 qui font une grippe et qui deviennent plus dépendants, c'est déjà lourd à porter pour eux, le fait de perdre cette indépendance. On s'imagine ce que ça doit être. Et puis l'autre chose, c'est le personnel. Hein. C'est vrai que pour le personnel, d'avoir quelqu'un qui est indépendant et qui fonctionne normalement dans l'EMS, qui va qu'à ses occupations, ça demande moins de travail que si la personne elle perd de son autonomie. C'est vrai que pour l'EMS, ça demande plus de travail aussi. Plus de travail, plus de stress, des facteurs qui ne sont pas faits non plus pour améliorer la lutte contre les infections. Si tout le monde était vacciné ou avait la discipline de porter un masque, on pourrait diminuer le nombre d'infections. Mais il suffit d'un incident, d'un moment d'inattention, d'un relâchement de la vigilance pour que ça arrive. Et il est impensable d'isoler complètement les résidents d'un EMS de leur famille et des soignants. Ce serait inhumain et irréaliste. Il faut donc tenter de contenir au maximum ce risque. La marge de progrès est énorme. En effet, selon une estimation de la Confédération, on pourrait encore réduire de 20 à 50% les infections hospitalières. Ce chiffre pose concrètement la question de la qualité des soins. Il y a la technique et les infrastructures bien sûr, mais aussi l'observation des bonnes procédures à chaque instant de chaque jour. C'est le plus difficile. Très prosaïquement, quand nous sommes hospitalisés, nous devenons extrêmement dépendants du comportement du personnel soignant. Le sujet est délicat, ils sont les gardiens du temple, ceux qui nous évitent une contamination, mais qui parfois en deviennent les vecteurs. Didier Pittet a fait le tour du monde pour promouvoir la solution alcoolique pour désinfecter les mains des soignants. Une idée lumineuse qui lui a valu la reconnaissance de l'OMS et jusqu'à l'anoblissement par la reine d'Angleterre. À la base, mon observation ainsi que celle de mon équipe, c'était de voir que les pratiques d'hygiène des mains n'étaient pas optimales, et de loin pas. Mais à ce moment-là, l'hygiène des mains à l'eau et au savon, c'était la recommandation officielle. Et on s'est très rapidement aperçu qu'à cause du temps que prenait ce geste d'hygiène des mains, c'était absolument impossible pour un soignant de le réaliser de la bonne manière et au bon moment. Du coup, l'idée de remplacer finalement l'hygiène des mains par ce flacon banal là, qu'on a installé dans la poche de tous les soignants, et puis de dire, voilà, utilisez-le en lieu et place de l'hygiène des mains, parce que c'est plus efficace, c'est facile, vous pouvez l'avoir tout le temps sur vous, etc. Ça n'a jamais été parfait, ça l'est pas encore aujourd'hui, mais enfin ça s'est largement amélioré, puis en parallèle, on a vu le taux d'infection diminuer. Nous avons tous sur la peau entre 10 000 et 1 million de bactéries par centimètre carré, dont certaines peuvent être pathogènes. En déposant ses doigts sur un milieu de culture favorisant la croissance bactérienne, avant puis après des infections des mains, le résultat est spectaculaire, comme nous l'avons testé au laboratoire des HUG. Après incubation, les plaques ensemencées après des infections n'ont vu pousser que très peu de germes, voire pas du tout. A l'inverse, les plaques sur lesquelles on a posé les doigts non désinfectés en sont couvertes. J'avais là, par exemple,
un prélèvement sur les doigts d'une infirmière qui justement n'a pas bien réussi cette désinfection, puisqu'on retrouve les petites bactéries jaunes ici qui sont du staphylocoque doré, ou les grosses bactéries un peu beiges qui sont les Escherichia coli qui vivent de façon normale dans l'intestin et qui ne doivent pas se trouver sur les doigts. Alors, ces bactéries sont responsables de 50% des infections nosocomiales, donc elles sont très, très abondantes et surtout elles posent problème car elles sont parfois très résistantes aux antibiotiques et vont provoquer des infections très variées qui vont de l'infection urinaire à la septicémie ou des infections très très graves qui malheureusement parfois vont être mortelles. En Suisse, chaque année, on estime à 70 000 le nombre d'infections hospitalières, dont 2000 décès. C'est 8 fois plus que le nombre de tués sur la route. En améliorant les comportements de chacun, on peut largement réduire ce nombre. La prévention des infections liées aux soins, je veux dire, c'est pas extrêmement compliqué. On n'est pas dans un domaine où personne ne comprend ce qu'il est nécessaire de faire. On est plus dans un domaine où il faut appliquer les bonnes pratiques. On a sans cesse envie de les améliorer ou d'apporter des outils pour que ces bonnes pratiques soient améliorées. Mais au fond, en se basant sur des choses simples, l'hygiène des mains, le port d'un masque, le port de gants, le respect de ce qui est écrit sur une porte quand vous entrez dans une chambre. On sait, le changement du comportement humain, c'est difficile. Le maintenir dans la bonne direction, c'est souvent encore plus difficile. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver toute une série de stratégies pour y parvenir. Maintenir ses réflexes dans les situations de stress est compliqué. Rester vigilant quand la routine s'installe, c'est encore pire. L'habitude nous fait baisser la garde. Dans les hôpitaux universitaires, des équipes dédiées accompagnent et informent les soignants au quotidien. Ils viennent en appui dans les cas difficiles, comme ici à Genève, pour une patiente dont l'infection respiratoire évolue chaque jour. Ces équipes gèrent aussi les erreurs. Ça peut être des mesures qui, dans l'urgence, ont été oubliées d'être mises, mais on garde tout à fait périodiquement ce qui se passe dans les unités et on réajuste assez rapidement. Ou bien ça peut être simplement des infirmières ou des aides-soignantes ou des gens qui travaillent auprès des patients, des médecins aussi, qui n'ont pas encore acquis le geste d'hygiène des mains exactement quand il faudrait. Et à ce moment-là, on discute avec eux, dans leur pratique, on réajuste et on leur donne l'information pour qu'ils soient encore plus performants par rapport à ce geste. Et du coup, voilà, après, c'est une désinfection totale du matériel. Le but, c'est que les patients qui rentrent à l'hôpital en ressortent avec les mêmes germes avec lesquels ils sont rentrés, voilà, qui sont les leurs. En tout cas, ils ne ressortent pas avec le germe du voisin. Je considère la chambre de madame comme sa zone à elle. Elle est, elle est colonisée par ses propres bactéries, ses propres germes. Et tout ce qui entre chez elle va faire partie finalement de cet environnement. D'accord. Donc, quand tu sors du matériel de chez elle, il faut le désinfecter comme tu le fais là. Malgré les progrès déjà accomplis, les infections frappent toujours. Pourtant, en Suisse, très peu de victimes portent plainte pour une éventuelle faute médicale. On préfère la conciliation, une pratique à laquelle les hôpitaux se sont peu à peu ouverts. Par ailleurs, le parcours juridique est extrêmement compliqué pour les patients. À l'Institut de droit et de la santé de l'Université de Neuchâtel, Rachel Christina connaît bien la problématique. Pour elle, les infections sont le plus souvent des aléas thérapeutiques qui n'impliquent aucune erreur des soignants. Mais même en cas de faute, il est presque impossible de la démontrer. Pour obtenir une réparation du préjudice, il faut impérativement pouvoir démontrer une négligence coupable dans la prise en charge thérapeutique hospitalière. Le patient doit démontrer qu'il y a une erreur, qui est la personne à l'origine de l'erreur et quel est le geste fautif. Et il convient d'établir un lien de causalité entre la négligence d'un soignant et la maladie nosocomiale. Ça signifie qu'on doit établir que l'infection est due à la négligence coupable d'un praticien. L'obstacle juridique est tel qu'une procédure lancée sans preuve n'a quasiment aucune chance d'aboutir.
Et psychologiquement, c'est extrêmement difficile. Ce sont des procédures qui sont longues, qui sont litigieuses. Donc le patient va vivre dans le conflit. Ça va lui rappeler sans cesse les difficultés qu'il a rencontrées lors d'un traitement. Donc si le patient n'a pas de séquelles, si l'on pondère le poids d'un procès avec le gain qu'on aura en cas si le patient gagne son procès, je crois que ça vaut pas la peine d'entrer en procédure. Une conciliation vaut toujours mieux qu'un procès perdu. Et en Suisse, les assurances couvrent la plupart des frais occasionnés. Lorsqu'une infection provoque des surcoûts importants ou que le patient perd son travail, entièrement ou partiellement, c'est aussi l'assureur, maladie, accident ou invalidité, qui les prend en charge. Frédéric Colombo, aujourd'hui ostéopathe et acupuncteur, n'a jamais eu l'intention de poursuivre son chirurgien. Pour lui, c'était la malchance. Suite à une opération du ligament croisé du genou et plusieurs ponctions, cet ancien volleyeur de Ligue nationale a contracté une infection. L'infection a attaqué le tissu osseux et on peut dire, entre guillemets, que l'infection a bouffé mon genou. Voilà. Et après, j'ai eu toutes les complications qu'on pouvait imaginer. Voilà. Avec une hépatite médicamenteuse, j'avais perdu 7-8 kilos, le genou qui se fige. Voilà. J'ai eu pas de bol, j'ai toutes les complications qu'on puisse avoir au niveau de ce genou. Je ne dirais pas toutes parce que je sais quelle était la suite. Possible aussi. C'était quoi? L'amputation. Voilà. J'étais en zone septique à l'hôpital cantonal la même semaine où le fils de Pardieu se faisait amputer la jambe. Et on parlait de ça dans les journaux. Et là, je souffrais jour et nuit. Frédéric, heureusement, n'a pas vécu le sort tragique de Guillaume Depardieu. Ses frais médicaux ont été pris en charge par son assureur accident, comme d'ailleurs son manque à gagner, puisqu'il ne pouvait plus travailler à plein temps. Jusqu'au jour où la compagnie remet en cause ses paiements. Ça va? Oui. Ils m'ont mis une décision qu'ils avaient décidé qu'ils avaient trop payé à l'époque et que je devais rembourser 50 000 francs. Qui m'a fait un gros choc. Ça m'a mis vraiment dans un embarras financier énorme. Avec son avocat, Frédéric s'est opposé à son assureur. Ça va, merci. Ils ont laissé traîner complètement l'affaire. Finalement, après 6 ans d'administration juridique, j'ai gagné le procès. Voilà. Et donc, votre assurance accident a dû payer en rétroactif tout ce qui me devait pendant toutes ces années-là. Voilà. D'autres systèmes existent, basés non pas sur les assurances, mais sur des fonds d'indemnisation. Ils devraient permettre de s'affranchir de la nécessité absolue de prouver une faute. À Bordeaux, Claude Bartoli s'est lui aussi retrouvé dans une situation compliquée. Si ils avaient simplement reconnu que c'était une maladie qui s'était produite chez eux, j'aurais pu être indemnisé. Pourtant, je suis rentré avec une jambe fermée, propre, simplement l'os cassé, et je ressors avec une amputation. Ils ne veulent pas le reconnaître. Puis il faut dire aussi que l'hôpital, c'est quand même une affaire industrielle. Hein. C'est une affaire qui doit être rentable. Et s'ils doivent payer des indemnités, ça ne les intéresse pas. Et voilà. Donc, motus et bouche cousue. En Suisse, la situation n'est pas meilleure. Le système fédéral ne permet pas d'imposer des mesures de prévention. Chaque canton et parfois chaque établissement agit à sa guise en fonction de ses possibilités, voire de ses priorités financières. Malgré des commissions d'experts, difficile d'avoir au niveau national une stratégie commune ou des outils statistiques fiables. La Confédération se devait d'agir. C'est une des motivations pour lancer des programmes nationaux et une participation de tous les hôpitaux autant que possible au même programme de prévention et de lutte. Ça permet aux hôpitaux de se comparer entre eux, de se rendre compte comment ils peuvent faire mieux. Des fois, quand on est habitué à sa propre pratique dans un hôpital, on ne se rend pas forcément compte qu'on peut faire mieux. Le premier objectif de la stratégie NOSO sera donc de récolter de nouvelles données sur les infections. Des données qui resteront confidentielles, le milieu scientifique craignant les dérives.
C'est pas parce qu'un hôpital a plus d'infections nosocomiales qu'un autre qu'il est moins bon que l'autre. Il peut y avoir des tas de raisons pour lesquelles il a plus d'infections nosocomiales. Ça peut être parce qu'il fait des interventions médicales plus complexes, plus à risque, qu'il a des patients plus à risque. On peut aussi imaginer qu'un hôpital ait très peu d'infections nosocomiales, tout simplement parce qu'il trie les patients qu'ils acceptent, de manière à n'avoir que des patients à bas risque. C'est possible de trier je ne pense pas que c'est possible dans le public, mais dans le privé, ça pourrait éventuellement être le cas. Publier des résultats, ça nous paraît important, mais pas dans l'idée que le patient ensuite va choisir, je vais dans celui qui a le moins d'infections, mais plutôt dans le but que tous les hôpitaux visent à avoir les résultats les meilleurs et que donc le citoyen puisse se sentir en confiance partout où il va. Toi, t'es là, papa. Je suis là. Alors, il faut que je prenne le tabouret. Je ne peux pas me mettre à genoux. Après 10 ans de souffrance, épaulé par sa famille, Frédéric Colombo a choisi de se faire poser une prothèse à la place de son genou. Et les enfants, ils avaient 2 ans, 2 ans et demi. Ils avaient commencé le vélo, ils marchaient, ils avaient la trottinette, il y avait tout ça. Et je n'étais plus capable de pouvoir accélérer, à pouvoir les suivre. Donc je me suis dit maintenant, il faut vraiment profiter de l'instant présent, profiter de mes enfants. C'est moi qui dois prendre ça. Mettre une prothèse. Je sais que les prothèses, c'est 10-15 ans, mais je voulais vivre l'instant présent maintenant avec mes enfants. Et pourquoi moi j'ai toujours ça, moi? J'avais confiance dans mon chirurgien. C'était un super chirurgien. Je suis retourné dans le même hôpital où j'ai attrapé la maladie nosocomiale. J'ai aucun tabou là-dessus. J'ai choisi jaune. La famille qui me dit mais change d'hôpital, change de clinique. Je dis, non, je me sens bien là-dedans. C'est pas, je suis comme chez moi là-bas. J'ai travaillé là-bas, je me sens très très bien. Et je suis parti sur la confiance. Pour Maria Elena, la situation reste compliquée. Un traitement antibiotique au long cours a été mis en place. Avec toujours le risque, si l'infection devait s'aggraver, qu'on lui retire le boîtier qui lui permet de lutter contre son Parkinson, de travailler et de rester indépendante. Pour l'instant, ça va. S'ils doivent tout enlever, là, c'est la cata. Je m'enfuis. Je sais pas. Je disparais dans la nature, quoi, parce que pour moi, le boîtier, il est très important. Parce que... Ma mère, elle avait le Parkinson et je l'ai vue. Évidemment, elle l'a eu quand elle avait 80 ans. Pas comme moi. Alors, moi, j'ai pas envie. 3 mois après notre rencontre, Maria Elena a dû être à nouveau opérée. On lui a retiré son boîtier. Son traitement antibiotique a été stoppé dans la foulée. Pour elle, c'est un nouveau chemin qui commence. Les soignants peuvent beaucoup, mais ils ne sont pas tout-puissants. Leurs gestes deviennent de plus en plus complexes, le stress et les pressions économiques ne favorisent pas la prévention. Surtout, l'apparition de bactéries résistantes aux antibiotiques transforme ce qui autrefois était un incident réversible en un accident, parfois mortel. Le meilleur moyen de mettre toutes les chances de son côté en cas d'opération, c'est de faire alliance avec les soignants, de suivre à la lettre les indications du chirurgien avant l'intervention. Ne pas hésiter à poser des questions, par exemple sur le dépistage de certains germes pathogènes dont on peut être porteur, comme c'est le cas depuis peu pour les entérobactéries qui ont causé la récente épidémie au CHUV. Parfois, on est témoin d'un oubli, d'un lavage de mains inachevé et on n'ose pas le dire. On devrait, en y mettant les formes pour ne pas braquer, mais c'est vrai que c'est très délicat.